Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Alors, avoir conscience de ses points forts, ça permet de capitaliser, de gagner en confiance. En plus, figurez-vous que ça renforce l'estime de soi et en plus, c'est ultra productif. En gros, chef d'entreprise, manager, si vous travaillez sur les points faibles de vos collaborateurs, ils deviendront moyens. En revanche, identifiez, mettez en avant leurs points forts et ils deviendront brillants. Alors pour connaître les 7 conseils pour libérer ces points forts, le mieux est de s'entretenir avec Antoine Carpentier, avec moi par téléphone, auteur chez Duno du livre « Libérez vos points forts, la stratégie du succès pour les managers et leurs équipes ». Bonjour Antoine. Bonjour Richard. Alors vous êtes formateur, consultant, conférencier, vous êtes associé dans un cabinet conseil. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ce sujet ? Alors, ce qui m'a amené à écrire sur le sujet, c'est que justement, au fil de des missions que nous avons dans les entreprises, dans les organisations en général, dans lesquelles on accompagne très souvent sur la dimension managériale des choses, on s'est aperçu que finalement les meilleurs managers n'étaient pas forcément des gens parfaits et complets, mais bien au contraire des gens qui travaillaient, qui construisaient le style de management autour de leur qualité naturelle. Ça nous a finalement amené, et ça m'a amené à me dire qu'il pouvait être intéressant de creuser ce sujet et d'essayer de comprendre finalement si c'est bien en travaillant ses points forts qu'on réussit ou si au contraire, comme nous le dit et nous le répète très souvent la culture ambiante, s'il fallait au contraire développer et chercher en permanence à améliorer ses points faibles, à corriger ses défauts. Et effectivement, là on parle entreprise, mais ça commence très tôt, c'est pareil, ça commence à l'école en réalité. Vous citez Saint-Exupéry, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Mais c'est vrai qu'à l'école on dit mais développe tes points faibles, faut que tu sois bon partout en fait, alors que finalement on est moyen partout au lieu d'être excellent. C'est vrai que cette culture, on appelle ça la culture corrective, commence très tôt. Mais c'est quand même intéressant de se rappeler que juste avant, c'est encore la culture des points forts qui domine. Je m'explique, à 4 ans, par exemple, vous voyez des enfants dont les parents, et souvent d'ailleurs tout l'entourage, dit il a plein de qualités, qu'on trouve d'ailleurs très mignonnes. Et à 4 ans, il est plein d'énergie, il court partout, il parle tout le temps, il est gai, il est joyeux. Et puis rapidement, et dès qu'il rentre à l'école, effectivement, et encore plus année après année, on va dire souvent qu'il l'est trop turbulent, trop agité, trop actif, pas assez calme, pas assez concentré. Et d'ailleurs, ce sera l'inverse pour son petit camarade ou son petit frère qui est plutôt très appliqué, très réfléchi, qui à 4 ans étonne tout le monde par la profondeur de ses pensées ou par la pertinence de ses réflexions, mais dont on tardera pas à dire qu'il est trop timide, qu'il s'exprime pas assez en public, qu'il est pas assez, qu'il parle pas assez à l'oral. Voilà, enfin on a tous vécu ça sur nos bulletins scolaires, qui sont souvent le reflet de cette culture corrective où s'enchaînent ligne après ligne des reproches ou des injonctions, en tout cas, à corriger nos défauts. Est-ce que c'est pareil dans tous les pays ? On a l'impression, en tout cas j'ai l'impression que chez les anglo-saxons c'est plutôt l'inverse. On travaille plutôt ses points forts, on améliore ses points forts et on laisse de côté les points faibles. Oui, certainement qu'en France, en Europe peut-être de manière générale, il y a beaucoup d'éléments culturels qui nous ont amenés à privilégier cette culture corrective. Les anglo-saxons, les Américains notamment, sont beaucoup plus adeptes du travail sur les points forts, c'est vrai. D'ailleurs, aux États-Unis, il existe beaucoup d'ouvrages sur ce thème-là, beaucoup de recherches sur ces thèmes-là. Et bien sûr, en France, avant d'écrire le livre, je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait un peu le tour du marché. Et finalement, il y a assez peu de gens en France qui parlent de cette approche sur les points forts. Effectivement. Alors vous citez des exemples sportifs, bien sûr, qui sont très importants, des tennisman, etc. Mais on va revenir à l'entreprise. Vous connaissez le principe, donc 7 conseils pour libérer ses points forts. On commence tout de suite. Premier conseil. Le premier conseil, ce serait, alors justement en rebond peut-être avec ce que je disais tout à l'heure, c'est de renoncer à être parfait.
Je crois qu'on est tous câblés un peu de la même manière. Hein, notre système d'exploitation, cette espèce de Windows culturel avec lequel on fonctionne, contient quelques fausses croyances. Et la première, sans doute, c'est cette croyance qui dit qu'il faudrait être parfait pour réussir. Ouais. Alors, l'idée du zéro défaut, de la qualité totale. Voilà, on retrouve souvent aussi l'image de la chaîne, hein, dont la solidité, on le dit souvent, se résume à son maillon le plus faible, et que du coup d'ailleurs pour progresser, pour réussir, il faudrait compléter, renforcer, ce maillon le plus faible, et assez tôt. Donc on est finalement dans beaucoup d'endroits et dans l'entreprise notamment, hein, comparé à des modèles. Alors dans les entreprises, on appelle ça des référentiels souvent, hein, référentiels de compétences, référentiels managériales, pendant lequel, par rapport auquel on est comparé, par exemple dans ces fameux entretiens annuels qu'on trouve dans les entreprises, hein, où souvent on va mettre le doigt sur tous les écarts qui nous séparent de ce modèle. Et finalement, ce mythe de la perfection, un peu comme conquête obligée, hein, nous conduit à ne plus être définis que par nos défauts, par nos manques, par nos points faibles, à tel point que nous finissons souvent par devenir de plus en plus conscients de nos faiblesses, mais de moins en moins confiants en nos forces. Or, voilà, je le disais tout à l'heure, des managers qui nous marquent ou des patrons qui nous inspirent, mais plus largement et dans plein de domaines, on s'aperçoit vite que les gens qui réussissent ne correspondent souvent pas totalement au modèle idéal, au référentiel absolu de perfection, mais qu'en revanche, ils ont tous ce point commun, qui est d'avoir résolument misé sur leur qualité. Ils ne cherchent pas à jouer un rôle, ils ne cherchent pas à réussir comme un tel ou un tel. Ils cherchent à comprendre quel est le modèle, leur modèle, qui va leur permettre de réussir, en fonction bien sûr des qualités, des aptitudes qu'ils possèdent. D'accord. Et est-ce qu'à force d'entendre parler de ses points faibles et finalement de ne penser plus qu'à ça, est-ce que c'est finalement pas très démotivant ? Ah, c'est l'autre aspect, bien sûr, de l'histoire, hein, c'est qu'au final, depuis qu'on entend ces reproches, alors même s'ils ne sont pas formulés comme tels, mais c'est souvent comme ça qu'on finit par les vivre, ces reproches sur nos points faibles, on finit par dégrader indéniablement l'estime de soi, la confiance en soi, enfin tout ce capital qui nous permet de réussir. Vous parliez tout à l'heure, Richard, des Anglo-Saxons. La confiance en soi chez eux, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc d'ailleurs, tout le système scolaire, par exemple, est centré sur l'idée qu'il faut rehausser le plus possible, renforcer chaque jour la confiance en soi pour réussir. Chez nous, ce qui compte, c'est plutôt la conformité au modèle. Que la confiance en soi. Ce qui amène d'ailleurs parfois des gens autour de nous, on en voit très souvent, qui sont, j'allais dire, presque parfaits, qui ont peu de défauts, mais qui ont une estime d'eux-mêmes ou une confiance en eux assez dégradée. D'ailleurs, qui sont souvent dans leur vie assez négatifs, parfois aigris, qui n'ont pas de projet, qui n'ont plus d'envie. Bref, qui ont un niveau de motivation extrêmement faible. Et pour ces gens-là, c'est souvent finalement beaucoup plus compliqué que les gens imparfaits, qui, eux, ont confiance dans les qualités. Ils n'ont pas toutes, mais dans les qualités qu'ils possèdent. Bah, ça fait du boulot pour les cabinets de conseil en management. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2, dans la lignée, ce serait sans doute du coup bien sûr de cultiver les qualités qu'on possède. Si je le tournais différemment, de cesser de vouloir acquérir des qualités qu'on n'a pas. Je dis ça parce que je pense que de manière un peu rapide, un peu simpliste, très souvent, quand on parle point fort, on se contente de le définir comme quelque chose que l'on fait bien. Et à l'inverse, d'ailleurs, de définir le point faible comme quelque chose que l'on a du mal à faire. Pour bien poser le débat, je pense qu'il faut dépasser cette définition et au fond se demander ce qu'il y a derrière le quelque chose que je fais bien. Et en réalité, on s'aperçoit que cette activité ou ce domaine dans lequel je suis bon, en réalité, n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire presque un symptôme, un champ d'application de ce qu'est mon vrai point fort. Et le vrai point fort, en réalité, c'est pas un truc qu'on fait bien. C'est la raison pour laquelle on le fait bien. C'est-à-dire, c'est la qualité personnelle, c'est l'aptitude, c'est la capacité intrinsèque, au fond, la ressource naturelle que je possède et qui, lorsque je l'utilise dans cette activité ou ce domaine, me permet d'y réussir facilement, d'ailleurs d'y réussir avec plaisir et d'être par ailleurs efficace. Et le fait est que nous sommes tous fabriqués différemment, on n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous les mêmes facilités ou les mêmes aptitudes.
pourrait dire, pour donner une image un peu simpliste, mais je pense qu'elle peut être parlante, un peu comme certains d'entre nous sont droitiers, d'autres gauchers. On peut tous écrire, mais spontanément, on va plutôt utiliser la main dans laquelle on est fort, pardon, notre point fort, notre aptitude naturelle. D'ailleurs, imaginez que si vous êtes droitier, que vous deviez écrire de la main gauche. Alors, si vous avez, par exemple, la main dans le plâtre, vous n'avez pas le choix, donc vous allez apprendre à le faire. Mais écrire de la main gauche, ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça va être pénible, ça va être long, avec des résultats souvent assez médiocres. Sans doute d'ailleurs beaucoup d'entraînement nécessaire pour y parvenir. Et il y a en plus fort à parier qu'une fois recouvré l'usage de votre main naturelle, vous alliez rapidement reprendre vos habitudes. Alors, s'agissant de cet exemple-là, de cette habileté droite-gauche, on a généralement intégré que il allait être difficile d'aller à l'encontre de nos points forts, de notre aptitude naturelle, que ce serait contre-productif de ne pas utiliser ce qu'on sait faire le mieux. Et ce serait d'ailleurs sans intérêt finalement de se dire je vais essayer d'acquérir la qualité que j'ai pas. Mais ce qui est vrai de cette aptitude de gaucher-droitier l'est pas des autres qualités qu'on possède, en particulier de nos qualités de caractère. Voilà, le créatif, très vite, on va lui reprocher de pas être assez rigoureux, de pas respecter assez le cadre, et on va lui demander d'ailleurs d'essayer de développer une plus grande rigueur. À l'empathique, on va dire c'est très bien, tu es sensible aux émotions des autres, mais il faut que tu travailles l'affirmation de soi, que tu prennes du recul, de la distance, que tu sois un petit peu plus factuel. Bref, finalement, très vite dans la vie de tous les jours et sur ces fameuses qualités de caractère, on va demander aux gens de développer la qualité contradictoire à la qualité naturelle qu'ils possèdent. Et souvent avec un succès très relatif. Beaucoup d'efforts, beaucoup de stress, beaucoup de doutes, pour peu de progrès, pour des résultats décevants. Et souvent d'ailleurs à la fin pour un renoncement, avec d'ailleurs pire encore une couche au-dessus, qui est dans tout ça la confirmation que décidément je suis vraiment pas doué pour l'activité en question, qui est un peu l'a priori, la boucle qui se boucle et qui confirme que décidément je ne peux pas y arriver. Ça en termes d'estime de soi, de doute, c'est assez puissant malheureusement. C'est terrible. Je suis pas bon à rien mais mauvais en tout, c'est le fameux. C'est ça. Du coup, pour le manager, le plus important, c'est déjà après le connais-toi toi-même, c'est connaître tes équipes. C'est en gros d'essayer de bien connaître chaque personne et d'essayer de les faire matcher ensemble, si je puis dire. Oui, très très certainement là aussi, mais j'allais dire presque comme cela existe assez spontanément dans beaucoup d'univers. L'entraîneur qui compose son équipe de foot, voilà, l'officier, je sais pas quoi, qui compose le groupe d'intervention du GIGN, il leur viendrait pas à l'idée de vouloir avoir que des gens qui se ressemblent autour de la table. Bien au contraire, ce sont des endroits où naturellement on a besoin d'un gardien de but qui soit le meilleur gardien de but, d'un attaquant qui soit le meilleur attaquant, d'un tireur d'élite qui soit le meilleur tireur d'élite ou d'un spécialiste en explosif qui est le meilleur spécialiste en explosif. Et on va pas demander aux uns de jouer le rôle des autres. C'est ça, on met pas un avant-centre dans les buts. Voilà, c'est pas une bonne idée. On est d'accord. Sauf si on veut vraiment faire n'importe quoi. Ok. Exactement. Conseil numéro 3. Alors, conseil numéro 3, précisément, est très aligné là avec la question qu'on vient de soulever, c'est retrouver ses qualités naturelles, alors les siennes, ou si je me mets dans la peau d'un manager, bien sûr, essayer de trouver, de comprendre, de définir les qualités naturelles des gens. Alors, je dis les trouver, le retrouver même parce que, à l'évidence, elles sont en nous, elles font partie de nous depuis qu'on est, on le disait tout à l'heure, depuis qu'on est gamin. D'ailleurs, parfois on les a connus quand on était petit, puis on a force d'injonction sur nos défauts, on les a oubliés. Mais on s'aperçoit que très souvent, on connaît bien mieux les limites, les carences, les manques que l'on a, qu'on ne connaît nos forces. Pour ça, il y a 2 voies d'exploration qui pourraient être assez complémentaires. Une voie qui passerait par alors les tests de personnalité ou tous les modèles psy qu'on peut trouver, MBTI, les ProcessCom, les DISC, etc. Et souvent, il y en a plein dans les entreprises qui existent déjà. Bon, l'intérêt, bien sûr, ce sont des cadres, des méthodes éprouvées, solides. La condition, bien sûr, c'est que ça ne marche que si on croise ça avec la seconde voie. Et la seconde voie qu'on peut utiliser pour redécouvrir ces qualités, c'est une voie plus empirique, on pourrait dire presque plus situationnelle, qui est celle qui consiste à chercher à retrouver ses qualités dans ce que l'on fait et dans la manière avec laquelle on fait les choses. Ce qui veut dire
que là, il est intéressant de se regarder en train d'agir, ou quand on est manager, bien sûr, de regarder les gens dans l'action et d'essayer de comprendre finalement dans l'action spontanément quels sont les chemins qu'ils empruntent, quelles sont les qualités qu'ils mettent en œuvre quand ils font telle ou telle chose. Ou d'ailleurs, on peut le procéder aussi à l'inverse, quelles sont les qualités qui peuvent peut-être leur manquer quand ils réalisent telle ou telle action, et qui peut en négatif nous dire la qualité naturelle que peut-être à l'inverse ils peuvent posséder. La chose qu'on peut souligner derrière ces deux voies, c'est que il y a une même condition de succès dans tout ça, et qui nous renvoie d'ailleurs au management, c'est que dans les deux cas, c'est bien le regard des autres qui pourra m'en apprendre beaucoup sur mes qualités et mes points forts. Davantage d'ailleurs que l'introspection. Voilà, c'est au passage un petit zoom qu'on peut faire là-dessus. On parle beaucoup du besoin de reconnaissance dans les entreprises et au-delà des entreprises, et on sait que on a besoin d'être reconnu finalement pour savoir qui nous sommes. Je rappelle voilà au passage que le de reconnaissance, c'est pas l'heureux de renaissance, de remariage ou de reprendre un verre, c'est l'heureux de recommencer, c'est l'heureux du reflet, le reflet du miroir. La reconnaissance au fond, la connaissance, pardon, c'est ce que nous savons sur le monde. La reconnaissance, c'est au contraire ce que le monde sait sur nous. Et donc pour rendre ce conseil très concret, je dirais que au fond, il faut qu'on demande aux autres ce qu'ils pensent. Alors non pas de nous, parce qu'ils pourraient nous donner nos défauts comme ils le font spontanément, mais plus précisément, bien sûr, de leur demander ce qu'ils pensent de nos qualités. Quelles qualités nous reconnaissent-ils? C'est une question d'ailleurs dans les entretiens d'évaluation annuels qui déstabilise parfois les managers. Pourtant, elle a un intérêt bien plus grand que le énième échange sur nos défauts à corriger. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres, disait le philosophe Louis Lavelle, c'est pas tant de leur transmettre notre richesse que de leur révéler la leur. Oh, joli. J'aime bien quand on cite des philosophes dans cette émission. Faut toujours un philosophe. Ah oui, c'est très bien. Après Saint-Exupéry, c'est bien de passer à ça. Ça peut être quand même parfois peut-être dangereux parce qu'on peut se rendre compte que le métier qu'on fait, finalement, on n'est pas fait pour. Est-ce qu'il n'y a pas des frustrations qui arrivent derrière en se disant j'aurais pu faire autre chose? Alors c'est ce que vous dites est intéressant parce que je pense que c'est révélateur justement d'une croyance qu'on peut avoir sur cette histoire de points forts et points faibles. C'est pour ça que tout à l'heure je disais le point fort c'est bien une qualité qu'on possède et qui nous permet de faire telle ou telle chose. Le point faible, l'inverse, une qualité qu'on a du mal à mobiliser, qui nous empêche de réaliser telle ou telle activité. Mais une fois qu'on a dit ça, et si on pousse le raisonnement plus loin, au fond ce qu'on dit, c'est que soit on considère que dans une activité il n'existe qu'une seule façon de faire, et que du coup, si j'ai les qualités qui vont avec, je vais pouvoir y réussir. Si j'ai pas les qualités qui vont avec, effectivement, je suis condamné à échouer. Mais la réalité n'est pas celle-là. En réalité, dans une même activité, un même domaine, pour atteindre un objectif, par exemple, l'expérience montre qu'il existe en fait souvent plusieurs chemins différents. Et qu'en réalité, notre sujet, le sujet du coach ou du manager, c'est en face d'un enjeu d'essayer de trouver le chemin qui correspond le mieux possible aux qualités de la personne que je suis censé accompagner. Ce qui veut dire qu'en fait, en pratique, on pourrait presque dire, si j'extrapole le truc, le principe, c'est que tous les points forts, toutes les qualités mènent à Rome, pour reprendre une vieille expression. Dit autrement, en fait, avec les qualités que je possède, je pourrais presque tout réussir, à condition de trouver à chaque fois un chemin qui me permet d'utiliser, d'exploiter les qualités que j'ai. Je comprends. Donc, derrière ça, je pense qu'au contraire, il faut se rendre à l'évidence que si on réussit pas, c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas doué pour, c'est peut-être parce que pour l'instant, nous n'avons pas trouvé le bon chemin, ou peut-être parce que le manager, mais le professeur, le coach, s'est acharné à vouloir nous faire passer un chemin, pour lequel on n'est pas fait, et dans lequel on ne peut qu'échouer. C'est très vrai. Quatrième conseil, justement, ce serait sans doute une première leçon qu'on pourrait tirer de cette histoire de point fort, qui consisterait à choisir son terrain quand on le peut. Pour ça que dans les conseils qui suivent, peut-être on ira sur ce qui se passe quand on ne le peut pas. Mais quand on le peut,
on peut se dire que l'idéal, on aurait intérêt à choisir plutôt des domaines, des activités qui facilitent l'utilisation des qualités qu'on possède. Ouais. D'ailleurs, au fond, inconsciemment ou partiellement, peut-être, c'est ce que l'on fait. Vous prenez l'exemple des étudiants. Très souvent, quand on choisit nos études, il y a une partie de ce choix qui se fait un peu par défaut. Quand je dis par défaut, c'est qu'on choisit souvent des études en se disant je vais choisir des domaines où je pense que je suis plus apte à réussir, bien sûr. Et souvent d'ailleurs, je fais des choix aussi qui sont des choix qui me permettent d'éviter de me retrouver confronté à ces fameux défauts que ça fait désormais 15 ans qu'on me reproche à l'école jour après jour. Exact. Et si plus tôt finalement nous avions pu prendre confiance dans nos forces, peut-être que on aurait pu aller plus loin que ça et opter résolument pour des projets, pour un métier, pour des activités qui résolument valorisent nos qualités naturelles. Je me rends compte, mais j'ai pas d'études à ce sujet précises, mais j'ai le sentiment qu'en fait, dans beaucoup de cas, nous avons, et notamment peut-être dans notre pays, des jeunes, des étudiants, des écoliers même, qui choisissent des filières plus pour éviter leurs points faibles que résolument pour valoriser leurs qualités. Et je trouve ça dommage parce que on aurait peut-être gagné, ou on gagnerait peut-être à avoir des gens qui sont sans doute davantage ancrés dans leur talent, donc aussi bien plus motivés, bien plus passionnés par ce qu'ils font. Quand on choisit quelque chose en fonction des qualités qu'on possède, souvent ça déclenche une motivation bien plus forte. Exact. Ça me rappelle des souvenirs, oui. en tout cas. Oui, parfois on se reconnaît un peu là-dedans, mais oui, je pense que très très sincèrement, on aurait intérêt dans ce à appliquer ce quatrième conseil, c'est-à-dire essayer de choisir le plus possible les terrains dans lesquels on sait qu'on va être le plus efficace et puis les plus motivés possible. Mais ça rejoint ce qu'on disait de l'équipe de foot, du GIGN, mettre les gens dans des situations qui valorisent leur talent. Ça permet de gagner en efficacité, ça permet de gagner en motivation, ça permet de gagner en confiance, et en confiance personnelle, mais aussi en confiance mutuelle. Parce que dans un groupe, quand on sait que les gens qui m'entourent dans cette équipe sont les meilleurs dans leur domaine, ça crée aussi une cohésion qui est extrêmement intéressante. Ça crée aussi quelque chose dans lequel chacun dans le groupe peut se sentir avoir une place à part, une place bien à lui, dans laquelle il peut être d'ailleurs pleinement reconnu pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte. Ce qui est un élément, je crois, extrêmement important d'estime de soi également. Effectivement, vous parliez du créatif tout à l'heure, c'est pas à lui qu'on va demander de remplir des tableaux Excel. Il vaut peut-être pas faudrait sans doute mieux éviter. D'ailleurs, comme ça, pour l'illustrer, vous avez des entreprises aujourd'hui qui commencent à sérieusement réfléchir, voire à mettre en place pour certaines d'entre elles, une notion de binôme. C'est-à-dire se dire plutôt que de rêver d'avoir un manager un peu surhomme, parfait en tout point dans son job, misons sur des binômes qui sont justement choisis en fonction de qualités complémentaires et qui permettent à chacun d'avoir des domaines d'excellence et d'ainsi d'ailleurs apporter à l'équipe la totalité de ce qu'il faudrait pouvoir apporter. C'est très vrai. 5e conseil. Alors le 5e conseil consiste... alors notamment quand on ne peut pas choisir, parce qu'on ne peut pas toujours choisir son terrain, consiste à construire son propre modèle de succès. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais l'idée c'est de se dire sur une activité, un domaine, un terrain sur lequel j'ai pas forcément eu la possibilité de choisir, je dois probablement réussir à trouver le plan, le chemin qui valorise les qualités qui sont les miennes. Et je le disais, il n'y a pas un seul chemin possible, il y en a plusieurs. Je prends un exemple sportif, si vous me le permettez, mais si on prend l'exemple du tennis, qui est un domaine de passion pour moi, mais on voit bien que Nadal ne joue pas au tennis comme Federer ou Djokovic, pour parler des 3 plus grands, sans doute, joueurs de l'histoire, en tout cas aujourd'hui. Quand on regarde un match avec ces légendes, on voit bien qu'ils n'ont pas la même stratégie de jeu, ils n'ont pas les mêmes schémas tactiques, ils n'ont même pas d'ailleurs la même gestuelle. Leur façon de réaliser un coup droit ou de servir n'a rien à voir entre ces 3 joueurs. Et pour une raison très simple, c'est qu'ils jouent tous les 3 au tennis et ils jouent très très bien au tennis, au point qu'il est difficile de les départager. Et pourtant derrière, chacun a développé son propre modèle de réussite.
Et le point commun de ces modèles-là, c'est qu'ils exploitent le mieux possible les qualités que chacun d'entre eux possède. Voilà, la coordination et l'œil de Federer qui lui permet de jouer extrêmement vite, le lift et la puissance de Rafael Nadal qui lui permet de faire reculer ses adversaires et de les renvoyer loin derrière leur ligne de fond de cours, la souplesse et la vitesse de déplacement de Djokovic qui le rend si difficile à déborder. Donc chacun a un modèle spécifique et c'est grâce à ce modèle probablement qu'ils ont réussi à devenir chacun les meilleurs joueurs du monde et tous les trois les meilleurs joueurs du monde. Si on revient dans l'univers de l'entreprise, on pourrait s'en inspirer. Et je prends là aussi un exemple, mais un manager qui est doué, par exemple, de qualité d'empathie, qui est très sensible aux émotions des autres, voilà, pourquoi ne pas le laisser inventer son propre style de management, accepter qu'il passe plus de temps que d'autres de ses collègues managers dans le registre de la relation, par exemple. Pourquoi ne pas lui laisser la possibilité d'innover en la matière, d'aménager son agenda pour créer le plus de temps possible dans l'informel, propice à écouter ses collaborateurs et à renforcer les liens. Voilà, pourquoi finalement en être réduit à lui demander en permanence de travailler les qualités qu'il n'a pas, parce que souvent ce manager empathique, on va lui demander de s'affirmer, d'être plus dans l'exigence, d'être plus dans l'autorité. D'ailleurs, on va l'envoyer en formation sur ces sujets-là. Et quand il en reviendra, on connaît tout ça, hein, il va essayer d'appliquer, mais souvent l'équipe va le regarder avec des yeux un peu bizarres en disant il est bizarre, il a changé. D'ailleurs, il y a souvent un ancien dans l'équipe qui va dire oui, mais bon, il sort de formation, t'inquiète pas, ça va vite lui passer. Mais ce qui est vrai, parce que très souvent les gens se recentrent assez rapidement sur leur qualité. Donc voilà, au lieu d'imposer à tous le même modèle, le même style de management, par exemple, hein, les mêmes outils, le même déroulé d'entretien, parfois même la même phrase à dire dans la réunion. Pourquoi ne pas laisser les gens effectivement choisir et construire leur propre chemin, comme le font Nadal, Federer ou Djokovic dans le sport, mais on pourrait très bien le faire dans 1001 circonstances dans nos entreprises. J'imagine. En tout cas, j'ai l'impression que les entreprises vont changer et que c'est petit à petit, grâce ou à cause du Covid, qu'il y aura beaucoup de demandes dans ce sens-là, à mon sens. Sixième conseil. Le sixième conseil est de continuer à renforcer ses points forts. Ce conseil-là aussi, il repose peut-être sur une fausse croyance qui pollue encore nos fonctionnements, nos choix, et je pense dans les entreprises d'ailleurs qui peut causer du tort, qui est que au fond ça ne servirait à rien de travailler nos points forts puisqu'on y est déjà fort. Ouais. Ce qui d'ailleurs pourrait justifier l'idée de concentrer du coup les ressources sur l'amélioration des points faibles. Au contraire, je crois que avoir un talent, posséder une qualité, c'est pas une chance, c'est plutôt un devoir. C'est le devoir de s'en servir, et mieux encore d'ailleurs, de l'entretenir, de le développer. Il y a beaucoup de gens qui disent que, je souscris totalement, le talent sans travail, c'est un gâchis potentiel ou un potentiel gâché, j'en sais rien, je sais pas dans quel sens. Mais en tout cas, c'est dommage. Le talent qu'on travaille, au contraire, c'est une promesse d'excellence. Oui. Et en plus, ça m'arrange. Parce que moi j'aime bien travailler mon point fort, j'aime bien essayer de continuer à m'améliorer dans ce que j'estime déjà bien faire, parce que finalement travailler mon point fort, c'est passer du temps à faire des choses que j'aime faire, qui me motivent, dans lesquelles je me sens utile, et dans lesquelles bien sûr en plus les progrès viennent de manière presque naturelle, spontanée, facile. Donc c'est à la fois efficace, c'est à la fois agréable, et puis au-delà du plaisir, on pourrait dire égoïste, c'est aussi, je pense, l'opportunité de créer, d'innover, d'apporter. On peut faire une petite parenthèse là-dessus, mais aujourd'hui, dans les entreprises, on veut, nous dit-on, des gens qui innovent, qui prennent des initiatives, qui apportent des choses. Si on veut ça, je pense que si on veut ça, l'une des clés, c'est justement de leur permettre de jouer sur leurs points forts, mais même mieux que ça, de les envoyer, par exemple, se former sur leurs points forts. Plutôt que de leur imposer une énième formation pour corriger leurs défauts, envoyons-les en formation sur leurs points forts. Ils vont y aller en courant dans cette formation, ils vont pousser le formateur dans ses retranchements, et puis souvent quand ils vont rentrer, ça leur aura donné des techniques en plus, ça leur a souvent donné des idées en plus, des envies en plus, et souvent quand ils rentrent, ils n'ont qu'une envie, c'est de parler de la formation qu'ils ont vécue, d'évoquer les idées qu'ils ont eues, et même souvent d'ailleurs de mettre tout ça au service des autres, au service de l'entreprise. Donc je crois que continuer à renforcer ces points forts,
là aussi, c'est un conseil extrêmement important. Hein. Les sportifs le font. Hein. Les sportifs passent 80% de leur temps à travailler ce sur quoi ils sont déjà forts. Enfin, pas tous. Hein. On en voit certains. Enfin, dans certains sports. Bref. On va pas citer de nom. Hein. Évidemment non. Dernier conseil. Le dernier conseil, c'est pour le coup peut-être de se contenter d'être très basique sur ses points faibles. Quand je dis ça, c'est que je crois qu'au fond, il y a toujours un risque dans l'action. Hein, c'est que bien sûr, de temps à autre, même quand on choisit de travailler ses points forts, on va se heurter, on l'a dit, à des terrains dans lesquels naturellement, spontanément, on n'est pas en facilité, ce qu'on appelle nous souvent des situations limites. Hein. Situation limite, c'est au fond une situation dans laquelle je me retrouve et qui structurellement rend difficile l'usage de la qualité que je possède. Et dans ces situations limites, donc en vrai, il me faudrait idéalement posséder les qualités que je n'ai pas. Mais on l'a dit, on va pas y arriver, ça va être compliqué et finalement, c'est pas la bonne voie. Et donc, quand on y échoue dans ces situations limites, très souvent, il y a un débriefing, une tentation en tout cas dans le débriefing, qui est de se dire ah ben voilà encore une situation qui prouve que j'ai quand même besoin de travailler mes points faibles. Et au fond, ce débriefing, il est intéressant de noter que en réalité, il est un petit peu superficiel parce que quand on pousse ce débriefing, l'analyse un cran plus loin, on se rend compte que dans beaucoup de circonstances, nous n'échouons pas à cause de nos points faibles, mais nous échouons en réalité parce que dans cette situation, on n'a pas réussi à bien utiliser nos points forts. En l'occurrence, cela signifie que confronté à ces situations limites, l'enjeu, c'est pas tellement à nouveau de chercher à développer des qualités que j'ai pas, mais c'est bien plutôt de se dire comment je continue à jouer sur mes points forts et comment, quand je suis confronté quand même à ces fameuses situations qui exigeraient des qualités que j'ai pas, comment là je me contente d'essayer d'acquérir des réflexes de base. C'est pour ça que je disais basique, parce que dans les situations qui sont pour moi des situations un peu difficiles, le meilleur conseil qu'on puisse se donner, c'est de chercher à faire extrêmement simple. Sur nos points faibles, on ne peut pas rêver de perfection, on ne peut pas rêver d'être très intelligent, d'être très fort. Il faut juste essayer, j'allais dire, de faire le minimum d'action qui permet, malgré tout, de ne pas se faire piéger et de ne pas se retrouver trop en difficulté dans ces fameuses situations difficiles. C'était parfait, merci beaucoup Antoine, c'est passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, Libérez vos points forts, la stratégie du succès pour les managers et leurs équipes. Je vous conseille toutes et tous de le lire parce que, vous l'avez compris, c'est passionnant qu'on soit dans une entreprise, mais c'est pas mal aussi quand on est parent, on peut l'utiliser aussi, je peux vous le dire, j'ai fait le test. Pour terminer, je demande toujours quel est votre... Je recommence parce que là il y a un bruit derrière. Pour terminer, je demande toujours quel est votre restaurant préféré. Alors pour vous Antoine, c'est quoi? C'est où? Alors moi, je vous conseillerais un restaurant que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui est à Paris, rue du Faubourg-Montmartre, très exactement, qui s'appelle Salina. Oui. Salina, c'est une vieille poissonnerie, c'est une poissonnerie historique de Paris, hein, tout en faïence. Le décor est absolument unique et étonnant. C'est un petit endroit, mais très chaleureux, très convivial, avec un accueil incroyable et un chef passionné qui s'appelle Fabien et qui nous fait déguster du poisson façon tapas. En ceviche, sashimi, brûlé au chalumeau, enfin toujours incroyable, super bien assaisonné. Et vraiment, c'est un endroit que je vous conseille parce que c'est vraiment un voyage hors du temps. Eh ben, ça donne envie, comme votre livre. Merci beaucoup Antoine. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et d'Uno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.